Bonjour chers apprenants. Nous allons commencer notre unité par le premier cours qui va porter donc sur les premiers secours psychologiques et en situation d'urgence sanitaire. Donc, il faut savoir que les situations d'urgence sanitaire telles que la COVID-19 vont entraîner donc des inquiétudes dans le monde entier. Et les personnes directement touchées donc par les crises sanitaires vont réagir de différentes manières. Ça peut être par des crises de panique, par de la peur, par de l'inquiétude, ou même être déstabilisé ou désorganisé psychiquement, voire être débordé avec de très fortes émotions qui ne sont pas maîtrisées donc par ces derniers. Donc il est nécessaire donc de comprendre et de tenir compte des aspects de la santé mentale et de soutien psychosocial dans la riposte aux urgences sanitaires. Souvent, lorsque la situation donc est importante et la crise est sévère, on peut être amené donc à agir donc immédiatement. Et en l'absence donc d'un psychologue, les intervenants doivent être capables donc d'apporter des premiers secours psychologiques aux personnes en souffrance. Et pour cela, ils doivent adopter donc les bonnes pratiques. Donc l'objectif de ce module est de fournir donc aux intervenants les armes pour pouvoir agir auprès donc des populations donc souffrantes en cas donc d'urgence sanitaire et pour leur permettre donc de réduire donc l'impact psychologique des urgences sanitaires sur ces populations. Il s'agira donc plus spécifiquement donc de renforcer donc les compétences des apprenants dans la prise en charge psychologique des patients ou des sujets en cas d'urgence sanitaire, d'améliorer la qualité de la relation intervenant personnes donc souffrantes et de faciliter donc la résilience face aux urgences sanitaires. Donc, qu'est-ce que le premier secours psychologique? Le premier secours psychologique s'adresse aux personnes en détresse psychologique et qui sont confrontées à des situations de crise vraiment graves et vraiment sévères. Et la détresse psychologique est un ensemble donc d'émotions négatives vécues avec persistance chez un individu et pouvant entraîner des conséquences de santé importantes telles que la dépression, telles que les troubles anxieux ou voire une incapacité à s'adapter efficacement aux circonstances. Et les points secours psychologiques consistent donc à offrir un accompagnement pratique et un soutien émotionnel aux personnes, aux familles et aux collectivités en difficulté devant donc une situation donc d'urgence sanitaire. Également, son rôle c'est d'aider à atténuer donc la stigmatisation et à réduire les effets négatifs sur la santé. Donc, le point secours psychologique consistera donc à apporter une bienveillance aux sujets qui sont en situation donc de détresse sans porter donc de jugement, mais en restant calme et réconfortant donc pour ces personnes. À qui s'adresse le problème psychologique? Cela s'adresse donc aux personnes en détresse psychologique, comme j'avais dit tantôt. Mais quand est-ce qu'on fait, on donne les premiers secours psychologiques? Généralement, c'est fait soit avant, pendant ou immédiatement après la situation donc d'urgence sanitaire. Et ça se fait à tout moment, tous les jours, toutes les semaines. Et cela se fait dans un endroit qui doit être sécurisé. C'est pas forcément à l'hôpital qu'on doit apporter un psychologique. Ça peut être fait sur le lieu donc du cynisme, sur le lieu de la difficulté ou de l'urgence sanitaire. Et cela doit pouvoir être fait par toute personne, notamment les intervenants qui doivent être bien formés pour pouvoir apporter donc les premiers secours psychologiques aux patients en situation donc de souffrance psychologique. Donc, on a trois éléments dans la l'épreuve psychologique. D'abord, c'est observer, écouter et mettre en lien. Donc, dans l'observation, il s'agira donc d'assurer donc à l'intervenant sa propre sécurité, d'identifier donc les personnes ayant donc besoin donc d'une urgence spécifique et enfin d'identifier donc les personnes avec des réactions non de test psychologique. Donc, nous allons voir les différentes étapes en commençant donc par observer. Observer revient donc à évaluer donc la situation et à s'assurer qu'on est en sécurité soi-même, c'est-à-dire l'intervenant, et que les autres également sont en sécurité. Dans le cas donc de la crise à COVID-19, pour être en sécurité, donc les intervenants devaient porter donc des équipements qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle. Ils devaient également s'assurer que l'environnement sur lequel ils intervenaient était un environnement qui était sécurisé. Dans l'observation, il faut savoir reconnaître donc les signes donc du stress chez vous, mais également chez les personnes à qui vous allez porter donc secours. Quels sont les signes donc euh, quels sont les signes de la détresse psychologique? Au niveau donc des signes, faut pouvoir rechercher donc les signes donc de détresse psychologique, les signes donc non verbaux. Il faut rechercher donc des satisfactions
des besoins donc fondamentaux, donc des sujets. Également, les signes donc, de violence, si la personne a été violentée, si la personne a eu des problèmes de violence, ça peut être de violence conjugale, une agression, il faut pouvoir identifier cela. Également, il faut que les personnes donc, ayant donc, des besoins, également, il faut être attentif à ces personnes ayant des besoins donc, particuliers. Aussi, il faut faciliter donc, la résilience donc, des personnes concernées. Nous allons maintenant aborder donc les signes de détresse psychologique. Quels sont les signes qu'on peut observer pour dire qu'une personne est en détresse psychologique? D'abord, nous avons les symptômes physiques, tels que les palpitations, les sueurs profuses, la difficulté, c'est-à-dire le sujet a du mal à respirer. On peut avoir des pleurs, des tristesses, on peut avoir une inquiétude concernant la situation. Le sujet peut avoir du mal à dormir, il peut faire des cauchemars. Le sujet peut être en colère, peut être irrité, et souvent le sujet peut être déconnecté même de la réalité dans laquelle il se trouve. Aussi, le sujet peut se renfermer sur lui-même, peut être incapable de s'occuper de lui-même et de s'occuper donc de son entourage, donc de ses proches. Dans certains cas, les personnes en détresse psychologique peuvent avoir besoin donc d'aide spécifique qui doit être apportée donc par des professionnels. Il peut s'agir donc de besoins donc de soins donc médicaux d'urgence. Si la personne est blessée, il faut la faire voir par un médecin pour pouvoir faire les pansements. Si la personne a un problème donc digestif qui nécessite une intervention, il faut faire intervenir donc les professionnels donc dans ce domaine. Il peut s'agir donc de besoins donc de prise en charge psychiatrique. Dès que c'est lorsque le patient a une détresse, a une dépression ou bien un trouble anxieux, il faut pouvoir faire intervenir donc les spécialistes en santé mentale pour pouvoir prendre en charge donc le patient. Également, il faut rechercher donc si le patient a des besoins donc d'être protégé donc, physiquement pour éviter qu'il ne se fasse mal, c'est-à-dire une auto ou une hétéroagressivité. Donc nous venons donc d'aborder donc la question donc de l'observation observée. Maintenant, nous allons parler donc de l'écoute. Il faut savoir que écouter c'est vraiment important pour pouvoir recenser donc les besoins donc de la personne en situation donc de d'état psychologique. Il faut d'abord aborder donc les personnes pouvant avoir des besoins donc il faut aborder donc les personnes qui vont exprimer donc des besoins donc spécifiques. Il faut demander à ce que les personnes puissent nommer donc leurs besoins et les préoccupations. Dans ce cas, on va collecter donc des informations qui vont nous aider à plus tard dans notre démarche donc de prise en charge donc de cette personne. Il faut écouter et être calme pour que la personne soit stabilisée. Donc, dans l'écoute, on va aborder donc les personnes de manière donc respectueuse. Donc, il faut pouvoir être respectueux. Il ne faut pas aborder la personne de façon hautaine, de façon guindée, mais il faut être respectueux de la personne qui est à côté de vous. Il faut pouvoir se présenter, indiquer votre nom, le nom de votre structure et votre rôle donc dans la prise en charge. Il faut trouver donc un endroit qui soit sûr et calme pour pouvoir parler à la personne parce que les endroits qui sont parasités donc par les bruits ne permettent pas à la personne de pouvoir retrouver dans sa sérénité. Donc un endroit calme, un endroit sûr pour pouvoir écouter les besoins que la personne va vous donner. Également, il faut mettre la personne à l'aise. Il ne faudrait pas que la personne se sente crispée, donc il faut que la personne soit à l'aise, soit détendue pour pouvoir s'ouvrir à vous. Il faut assurer donc sa sécurité en éloignant donc la personne donc, de tout danger. Donc ça peut être des dangers physiques, ça peut être des couteaux, tout ce qui peut être vraiment dangereux donc pour la personne. Il faut essayer donc de la protéger du regard des autres et des médisances. Il peut arriver que devant une situation de crise, la population veut savoir ce qui se passe. Donc, dans ce cas, lorsque la personne est en détresse psychologique, il faut la mettre de côté pour pouvoir la prendre en charge, pour ne pas qu'elle soit vue par tout le monde. Et aussi, si la personne donc est en grande détresse psychologique, il ne faudrait pas la laisser seule. Il faut être présent parce que votre présence est rassurante donc pour cette personne. Vous devez être calme et patient. C'est-à-dire, vous ne devez pas être pressé de pouvoir partir rapidement. Vous devez rester à côté donc de la personne en détresse, mais en étant à côté, il faut avoir une distance donc appropriée. Dans le cas donc de la COVID-19, il fallait respecter ce qu'on appelle les mesures barrières. Il fallait avoir une distance donc de 1 mètre avec la personne qui était infectée donc par la maladie. Il ne faut pas donc pousser la personne à parler parce que souvent certaines personnes veulent adopter de mon nombre de silence. Donc il faut pouvoir respecter donc le silence. Il faut accepter donc de décrire ce que la personne vit. Souvent, certaines personnes ont des choses à dire, mais elles ne veulent pas être jugées. Donc, dans la prise en charge donc, de ces patients, de ces personnes, il faut rester donc dans le non-jugement et ne pas faire de commentaires sur les propos que le patient aura à dire. Il ne faut pas parler donc de sa propre expérience. Il faut laisser le patient vivre sa propre expérience parce que parler de sa propre expérience, ça peut embrouiller un peu le patient. Il faut laisser le patient donc s'exprimer, dire son vécu et nous sommes là pour pouvoir l'encadrer et l'accompagner donc dans cette difficulté que le patient traverse.
Si le patient prend donc des signes de détresse importants, il faut rester à côté du patient. Il faut veiller à ce que le patient ne soit pas seul. Parce qu'en étant seul, le patient peut commettre donc des actes, même poser donc des actes qui peuvent être vraiment difficiles donc à rattraper. Il faut demander comment on peut aider donc la personne en situation de détresse psychologique. C'est pas à nous de lui imposer donc les choses, mais il faut pouvoir savoir quels sont les besoins que la personne exprime et comment est-ce que nous pouvons apporter notre aide à cette personne et emmener la personne à pouvoir nommer donc les besoins et ses préoccupations, de sorte que nous puissions les prendre en charge. Il faut définir donc avec la personne ce qui est plus important par rapport à ce qu'elle a cité comme besoin, comme préoccupation. Donc on pourra hiérarchiser un peu les besoins et les prendre en charge. En résumé, au niveau donc de l'écoute, quels sont les principes? Au niveau des principes, vous devez être calme, c'est-à-dire aborder donc les gens avec calme et douceur. Vous ne devez pas être vous ne devez pas être brutaux, vous ne devez pas être pressé de partir. Vous devez être ouvert donc d'esprit. Lorsque la personne s'ouvre à vous, vous devez être prêt à écouter donc la personne, à, à écouter donc son vécu, ce qu'elle vit. Vous ne devez pas être pressé pour que la personne écoute un peu ce qu'elle est en train de dire parce qu'on a des choses à faire. Donc, nous devons donner du temps disponible pour que on puisse prendre en charge donc cette personne. Il ne faut pas faire donc de suppositions, c'est-à-dire il ne faut pas dire donc j'ai voulu dire ça, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. Non, non. Il faut laisser la personne s'exprimer et il faut donner donc les informations donc exactes si on en dispose. Il ne faut pas toujours être là en train de corriger donc le patient lorsque le patient est en train de s'exprimer, mais rester donc bienveillant, rester donc dans le respect de cette personne qui exprime donc son vécu. Donc, au niveau donc de l'écoute, comment bien écouter? Vous devez, pour pouvoir bien écouter, vous devez être présent et respectueux. C'est-à-dire, quand vous écoutez quelqu'un qui est en état psychologique, c'est pas la peine d'avoir votre portable sur vous en train de manipuler ou bien avoir le regard ailleurs ou être distrait. Vous devez être présent ici et maintenant avec la personne qui est en détresse psychologique. Vous devez donc tenir compte donc de l'âge de la personne, du sexe, également des antécédents culturels de la personne. Aussi, vous devez porter attention donc aux signes donc verbaux et non verbaux. Quand on parle de signes non verbaux, c'est ce que le patient dit. Les signes non verbaux, ça peut être le comportement, l'attitude que le patient va adopter en vous parlant. Parce que ces attitudes-là ont des connotations et ça peut traduire donc une souffrance, ça peut traduire donc quelque chose donc de spécifique qui peut nous échapper dans le verbal que le patient nous dit. Il faut accepter donc le silence. Certains patients ou certaines personnes ont besoin donc de silence parce qu'elles évoquent c'est leur souffrance, de silence, de pause pour pouvoir repartir, pour dire le reste de ce qu'elles ont vécu. Également, faire preuve donc d'empathie, c'est-à-dire comprendre ce que le patient vit, ce que la personne vit, et sans jugement, pouvoir comprendre ce qu'elle vit et se remettre à la place donc de la personne qui a cette souffrance psychologique. Aussi, faites attention donc au ton de la voix, à notre intonation lorsque nous sommes avec cette personne. Parce que en élevant la voix, la personne peut se sentir comme si on était en train de la juger, comme si on était en train de la rabaisser. Donc, il faut peut-être que le ton de la voix soit un ton qui calme la personne, soit un ton que la personne se sente vraiment accompagnée, se sente vraiment soutenue dans sa difficulté. Donc après donc l'observation, donc observer, après écouter, nous allons maintenant aborder donc le mettre en lien. Donc, le mettre en lien, c'est aider donc la personne à répondre donc à ses besoins. Donc, nous allons l'aider. Donc, la personne elle-même, elle a les ressources pour pouvoir répondre à ses besoins. C'est pas nous de lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, nous devons prioriser avec la personne, donc, la personne, donc, ses besoins. Également, il faut se référer donc aux forces, aux ressources et aux bonnes stratégies d'adaptation que la personne a eu à faire déjà dans le passé. La personne a déjà des expériences de sa propre vie, comment elle s'est adaptée pour pouvoir surmonter certaines situations. Donc, nous devons prendre ces éléments et nous appuyer sur ça pour pouvoir aider donc la personne. Également, nous devons aussi connecter donc la personne avec son réseau donc social qui l'aide à pouvoir se sentir mieux. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le milieu professionnel. Donc, de tenir compte donc de ces différents éléments. Aussi, nous devons procurer donc à la personne en état donc de souffrance psychologique donc des bonnes informations pour que la personne puisse savoir avoir des informations sur lesquelles se baser pour pouvoir poser donc des actes. Et au besoin, lorsque nous ne pouvons pas répondre donc à toutes ces demandes donc de la personne, nous devons mettre la personne donc en lien avec les services ou les structures compétentes qui pourront donc l'aider à pouvoir répondre donc à chacun donc de ses besoins exprimés. Donc, comment donc aider donc la personne à répondre à ses besoins? D'abord, les besoins donc les plus fréquents donc exprimés donc par les personnes en état donc de souffrance psychologique sont
Ça peut être un besoin au niveau donc logistique, donc d'abri, de nourriture, d'eau. Si la crise sanitaire survient, ça peut être une inondation, ça peut être un tsunami qui a envahi un endroit. Donc les personnes ne peuvent ne plus avoir d'abri, ne plus avoir de nourriture. Donc il faut répondre donc à ces besoins donc vitaux. Également, au niveau donc des besoins, ça peut être des besoins de services de santé pour se soigner. La personne peut avoir des blessures, la personne peut avoir un problème donc de santé qu'elle avait auparavant, avant donc l'urgence donc sanitaire. Donc, il faut pouvoir répondre à ses besoins chez la personne en état donc de détresse. Il peut s'agir également donc de possibilités de communiquer. Si c'est quelqu'un qui est coupé donc de ses proches, il faut établir donc cette relation de la personne avec ses proches qui lui apporte donc le soutien donc social donc dont elle a besoin. Il peut s'agir donc d'un accès donc aux soins donc spécifiques en fonction donc aux soins donc spécifiques en fonction donc il peut s'agir donc d'un accès au soutien donc spécifique en fonction donc des cultures ou des religions. C'est-à-dire si la personne vous demande à raconter un guide religieux ou bien à être avec quelqu'un au niveau de sa culture pour pouvoir l'aider à surmonter, vous devez tenir compte donc de ces éléments. C'est important de pouvoir prendre cela en compte dans le soutien que vous apportez donc à la personne. Vous devez, ici, il peut s'agir également donc d'être consulté donc par des personnes donc spécifiques comme besoin également que la personne peut exprimer. Il peut s'agir donc d'informations non exactes donc, sur les événements qu'elle vit, sur ses proches et sur les services donc disponibles pour pouvoir la prendre en charge. Toujours dans le mettre en lien, il faut pouvoir favoriser donc les sentiments donc d'autocontrôle et la capacité de faire face de la personne. Parce que la personne a des ressources, la personne donc a une force intérieure qui peut l'aider à pouvoir faire face à ce qu'elle vit, à ce qu'elle traverse comme difficulté. Donc demander donc à la personne donc d'identifier ses forces et de se remémorer un peu dans son passé comment elle a affronté dans des situations donc difficiles et qu'elle a eu à traverser. Pour pouvoir identifier donc avec les personnes donc les ressources et les soutiens dont elle a besoin pour pouvoir aller donc de l'avant et aussi demander ce qui va l'aider à mieux se sentir. Ça peut être la musique, ça peut être le fait donc d'être seul ou bien d'être seul, d'être dans un endroit calme qui permet donc de pouvoir la rassurer, de pouvoir la mettre en sécurité. Vraiment, il faut encourager aussi la personne donc à être rentrée en contact avec ses proches. Également, on peut être amené également à faire donc des suggestions donc pour l'aider donc à répondre à ces besoins spécifiques que le patient donc aura à exprimer. Toujours dans le mettre en lien, il faut transmettre donc au patient donc les bonnes informations. Il faut que les informations que l'on donne au patient soient des informations des informations qui soient fiables et mises à jour parce que l'information elle est rapide et les mises à jour donc sont régulières. Donc avoir la bonne information pour donner ça au patient. L'information on doit avoir des sources fiables donc de ces informations qu'on doit transmettre donc au patient. Informer donc le patient également sur les raisons donc des décisions qui ont été prises. Il peut s'agir par exemple d'une décision qui a été prise par exemple dans le cadre de la COVID-19, les mesures barrières. Pourquoi les mesures barrières ont été appliquées, ont été mises en pratique? C'était pour pouvoir limiter donc la contamination, pour que le patient soit informé donc de tout ce qu'on met en place pour pouvoir l'accompagner. Donner donc des informations donc fiables. Également, des messages doivent être simples, doivent être précis et on peut être amené à répéter donc les mêmes informations pour se rassurer que le patient a bien compris l'information qu'on lui donne. Donc, comme information dont le patient aura donc besoin, il s'agit donc des informations sur l'événement qu'elle traverse. Ça peut être une situation donc de maladie, une crise donc sanitaire qui touche peut-être une maladie particulière, comme le cas de la COVID-19 qu'on a connu. Donc les mesures qui sont prises pour pouvoir faire face donc à cette maladie, la personne doit être au parfum donc de toutes ces informations. Ça peut être des informations donc sur ses proches, pour savoir si ceux-ci ont été contaminés ou pas, des informations sur sa propre sécurité. J'ai été contaminé, est-ce que je risque d'avoir une maladie plus grave? Ou bien ça va me paralyser, ça va être impacté sur ma santé physique. Donc le patient, le sujet a droit à cette information. Vraiment sur ses droits, parce un patient a des droits, donc il faut respecter donc les droits du patient. Quels sont ses droits pendant qu'il est malade, ses droits pendant qu'on est dans la crise sanitaire, les droits à être informé, les droits à être pris en charge. Également, il faut permettre au patient donc d'avoir donc accès donc aux services et à des services donc spécifiques dont elle en a besoin.
Ici, il faut faire attention donc aux rumeurs, aux fausses nouvelles, aux fausses informations qui peuvent être, au lieu d'être structurants, peut être donc destructeurs pour le patient et le patient peut être perdu parce qu'il a des informations qui sont contradictoires. Donc, faire attention donc aux fausses rumeurs, aux fausses informations lorsque on donne les informations et il faut que la source donc soit fiable pour ne pas qu'on donne des informations et puis venir se dédie par la suite. Et dans ce cas, c'est un peu compliqué pour la personne de pouvoir comprendre un peu l'information qui lui est donnée. Donc nous avons vu donc les trois éléments donc dans l'accompagnement d'un patient en état psychologique. Donc on a vu l'observation, donc on a observé, on a écouté et on a mis en lien. Donc en résumé, il faut savoir que la prise en charge psychosociale, il faut savoir que le premier secours psychologique va viser donc à fournir donc à la personne en état donc d'état psychologique les informations, également du soutien, mais aussi des services qui répondent donc aux besoins donc de la personne. Et les points de psychologie donc préconisent donc une approche donc holistique en matière donc de santé où l'individu donc apprend donc à veiller donc sur lui-même, sur son bien-être psychologique, mais également sur le bien-être donc de son entourage. Et il faut savoir que les premiers secours psychologiques donc ne visent pas à offrir donc un soutien donc psychologique donc professionnel, d'où tout le monde peut être amené donc à apporter donc les premiers secours psychologiques chez un patient ou chez une personne donc en situation donc de détresse psychologique. Et la règle c'est de respecter donc le principe de ne pas faire du tort à la personne qui est dans cette situation. Donc, quelques conseils qu'on peut donner pour une prise en charge donc de la personne en difficulté psychologique. D'abord, il faut fournir donc les informations donc fiables, claires et précises. C'est-à-dire utiliser un langage qui est clair pour que la personne puisse comprendre. Donc, éviter donc les jargons qui sont souvent difficiles pour les personnes de comprendre. Donc, un langage simple, un langage concis, un langage clair, non ambigu. Il faut fournir des informations donc provenant de sources fiables, comme je l'avais dit tantôt, et éviter donc les fausses rumeurs, les fausses nouvelles. Et dans certains cas, s'il est possible, donc il faut être honnête. Si on n'a pas toutes les informations concernant donc la crise sanitaire, il faut être honnête donc de dire que j'ai pas toutes les informations. Je vais aller me renseigner pour vous revenir, pour vous donner les bonnes informations, au lieu donc d'improviser ou de donner des fausses informations. Il faut rappeler donc les bénéfices sanitaires des décisions qui sont prises. Parce que les autorités prennent des décisions sanitaires en fonction donc de la situation. Et il faut que les personnes en train psychologique puissent comprendre le bien fondé donc des décisions qui sont prises pour pouvoir donc les respecter. Et dans le cadre de la COVID-19, il s'agissait par exemple comme décision qui a été prise, le confinement. Donc le bien fondé c'était de mettre les personnes qui étaient contaminées donc en sécurité pour éviter donc qu'elles ne contaminent d'autres personnes et pouvoir les prendre en charge pour faciliter donc rapidement donc leur guérison. Également, il faut respecter donc les mesures prises. Donc, lorsque les mesures sont prises, on informe, mais il faut que les personnes respectent donc les mesures prises. Ça, les mesures prises visent donc à promouvoir donc les conseils de prévention pour pouvoir rester donc en bonne santé. Dans le cas de la COVID-19, c'est de se laver donc les mains correctement, de porter donc des masques pour pouvoir se protéger. Donc, ces mesures donc ont permis de pouvoir prévenir donc la maladie et de faire en sorte que au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'ait pas assez donc de personnes qui soient contaminées donc par la COVID-19. Faut également avoir donc une bonne hygiène donc de vie. C'est très important. Même en dehors donc des pandémies, mais en dehors des zones sanitaires, nous devons toujours adopter donc une bonne hygiène de vie. Donc ça consiste donc à prendre soin de sa santé physique et mentale en respectant donc certaines routines. C'est-à-dire il faut dormir suffisamment et régulièrement à des heures donc régulières. Il faut se coucher, on dit de se coucher autour donc de 6 à 8 heures de sommeil par nuit. Il faut avoir une alimentation qui soit équilibrée, saine. Il faut s'hydrater, boire beaucoup d'eau. On demande de boire 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Il faut éviter donc les excitants. Il faut savoir que les excitants peuvent augmenter la détresse psychologique donc chez les personnes. En buvant quelque chose qui va nous exciter, ça va faire que on peut avoir une excitation plus importante et puis la détresse va s'augmenter, va aller en s'amplifiant. Il faut faire de l'exercice physique, c'est important. Ça peut être la marche, ça peut être la danse. Également, faut décompresser, avoir une activité de détente, la relaxation, développer sa spiritualité. Donc, ces éléments de bonne hygiène aident dans les situations de crise sanitaire à pouvoir prendre soin de soi-même, à pouvoir aller mieux. Il faut inciter donc les personnes en situation de détresse à maintenir donc les liens sociaux, les liens avec leurs proches. Si les personnes sont en quarantaine, dans les cas de la COVID-19 par exemple, c'est de maintenir les liens, les contacts par les appels téléphoniques, par les appels vidéo. On peut se voir pour ne pas se sentir seul. Ça permet donc de limiter un peu l'isolement social. Il faut suggérer donc des idées donc pour valoriser le temps.
Ça peut être des jeux qu'on va donner aux personnes, ça peut être des projets que les personnes avaient mis en veilleuse. Lorsque la situation de crise survient, c'est de revoir un peu ces projets qu'on avait mis qu'on voulait mettre en place. Donc ça nous aide à pouvoir nous projeter donc dans l'avenir. Et puis il faut être attentif donc aux effets donc de compte-coup qui peuvent donc survenir donc dans les cas donc, des urgences sanitaires. C'est-à-dire les effets contraires de ce qu'on veut mettre en place. Donc, ça peut être, au lieu que la personne ne soit calme, la personne peut être agitée alors qu'on lui a donné tout ce qu'il faut comme outil pour pouvoir mieux se sentir. Donc, en conclusion, il faut savoir que toutes les personnes en situation donc, de test psychologique ou de fragilité ont besoin donc, de ressentir qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a autour d'elles donc, des marques donc, de solidarité. Donc, une communication bienveillante facilite donc l'accès à la personne dans les établissements. Une communication donc bienveillante facilite donc l'accès à la personne, mais également donc l'établissement donc d'une relation donc et de partage donc d'informations. Donc, pour être efficace, donc l'intervenant qui va prendre en charge une personne en état donc, de test psychologique doit lui-même prendre soin de lui-même et se connaître. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent aider, mais si elles-mêmes elles sont pas stabilisées, si elles-mêmes elles sont elles sont en détresse, c'est difficile pour elles d'apporter donc de l'aide aux autres. Donc, chers apprenants, nous venons ainsi donc de voir donc le module, pas le module, mais nous venons ici de voir donc le cours qui porte donc sur les premiers secours psychologiques. Je vous remercie.